Aujourd'hui, on va parler d'un design pattern, les compound components, ou en français les composants composés, ou composables, ou composites, de traduction. Du coup, comment on va s'organiser cette petite tech sync? Premièrement, on va voir directement des exemples de composants du UI simple qu'on va qualifier de traditionnels, qu'on va rencontrer sur la plupart des projets. Donc pas trop à yield. Dans les projets yield que j'ai fait, on n'a plus trop ce genre de composants-là, mais je suis sûr que c'est des composants que vous avez déjà vus dans vos expériences et qu'on continue quand même de retrouver aujourd'hui souvent. Donc on aura un composant du UI assez classique, ce sera une card. Euh, Ensuite, on verra un composant un peu plus complexe qui ne touchera pas vraiment l'UI, mais plutôt des comportements, des groupes de comportements entre plusieurs composants. Donc là, on verra un peu la partie mauvaise. Ensuite, on parlera du design pattern compound component, en quoi ça pourrait être une solution pour solutionner ces deux premiers exemples. Ensuite, on fera une petite mise en pratique, on va faire un refactor de ces deux composants. Et ensuite, le mot de la fin, ce sera un petit moment pour échanger, avoir un peu vos avis sur le sujet, quoi. Pardon. Donc, le composant du UI simple. Ça va être ni plus ni moins un composant card, du coup. Comme on peut rencontrer sur quasi tous les projets, on a toujours une card qui va représenter un élément souvent d'une liste, mais pas que. Donc là, notre composant card va avoir trois propriétés. Il va avoir un titre, une description et un thumbnail, donc une image. Et actuellement, notre composant, il est très simple, comme vous pouvez le voir. On les affiche, on peut imaginer qu'il y a du style en plus, des divs en plus, etc. Mais là, c'est la version un peu simplifiée pour illustrer. Et comment il s'utilise, ce composant? Il s'utilise ni plus ni moins en l'instanciant et en passant les props de type de description et de thumbnail. Donc là, jusque-là, le composant est très simple. Mais comme dans tous les projets, les maquettes évoluent, les features évoluent, on a toujours des nouveaux besoins, et souvent ces besoins, ils se greffent au besoin initial. Et du coup, souvent ce qu'on fait, c'est qu'on met à jour nos composants, et pour ça, qu'est-ce qu'on fait? Bah, très souvent, on ajoute des props. On ajoute des props, donc là par exemple, mon nouveau besoin, c'était tout simplement d'ajouter un bouton sur ma card. Ce bouton, il a un label, il a une action, mais ma card, bah, en fait, elle était déjà présente sur l'app, elle était déjà utilisée à plusieurs endroits sur l'application, et bah, il y a certains endroits, j'ai pas envie que ce bouton apparaisse. Donc, qu'est-ce qu'on va faire souvent dans des projets? En fait, on va du coup mettre un button label pour pouvoir préciser quel label on veut faire apparaître sur le bouton. On va avoir un booléen pour masquer ou afficher ce bouton. Et on va avoir un press button, une fonction callback pour savoir quand est-ce qu'on appuie sur le bouton pour faire quelque chose. C'est volontairement une façon un peu crade, même sans compound component, on pourrait faire ça plus proprement, j'en ai conscience. Mais voilà, c'est pour vraiment un peu illustrer le propos. Et donc, à l'usage, notre card, on peut l'utiliser de deux manières. Soit on l'utilise comme précédemment avec titre, description, thumbnail, soit on l'utilise en précisant toutes les propriétés pour afficher un malheureux bouton. Donc là, bah, déjà, on se rend compte que c'est pas très lisible, pas très explicite sur la façon dont on peut utiliser cette card et pas très flexible. Donc qu'est-ce qu'on peut observer? On peut observer, une première chose, c'est qu'on a une structure rigide avec ce composant card. Il y a une structure qui est définie clairement. On a besoin tout le temps d'un titre, d'une image, d'une description, et éventuellement d'un bouton, pardon. Et du coup, on n'a aucune flexibilité pour changer la structure du composant. Si par exemple, on voulait cacher le titre, et ben en fait, on serait obligé de passer par une propriété hit title ou ce genre de choses. On a vraiment très peu de pouvoir là-dessus. On a du prop drilling. Par exemple, on est obligé de, quand on a besoin d'afficher un bouton, on est obligé d'ajouter une fonction callback qu'on fait passer en plus. Si je reviens en arrière, les animations, simple, nouveau besoin. Notre onPress button, on le passe à notre composant card, et ensuite ce onPress button, on le passe à notre bouton. Du coup, ça c'est du prop drilling. On a des props qu'on passe à d'autres props. Donc ça, c'est des choses qu'on aimerait éviter, parce que c'est pas très lisible. On a moins de réutilisabilité, mais ça, je pense, j'ai pas besoin. Je pense que ça se montre assez facilement. C'est peu extensible. En fait, on peut l'étendre à l'infini, mais en fait, ça devient de plus en plus compliqué. Là, on a un exemple avec, il y avait 7 props, mais je pense que vous avez déjà vu des composants où il y a des dizaines et des dizaines de props. C'est des choses qui arrivent régulièrement sur des projets, notamment Legacy. Et, euh, et voilà. Après, on peut quand même trouver un point positif, c'est quand même des composants qu'on peut retrouver et qui peuvent se justifier. C'est si par exemple on a un composant tag, par exemple, qui affiche que du texte, on peut partir sur des solutions comme ça. C'est pas non plus à bannir. C'est adapté selon le projet et selon le besoin. Mais en vrai, de mon expérience personnelle, à part pour un composant de type tag ou de type texte, c'est rarement une mauvaise idée de partir directement sur un compound component qu'on verra un peu plus tard. Parce qu'en vrai, je connais pas un projet où un composant card ou un item de liste n'a pas changé à un moment donné, quoi. Ça arrive en vrai tout le temps.
Donc là, c'était l'exemple d'un composant qui était vraiment purement UI. Là, on va voir un exemple de composant qui est un peu plus complexe, qui va embarquer un peu plus de logique. Je parlais des animations. Donc là, on va avoir le but de ce composant, ça va être plutôt un groupe de composants. En gros, ça va être une to-do list, donc l'affichage d'une liste. Dans cette liste, on va avoir des items. Ces items, on va pouvoir les supprimer de la liste. On va pouvoir ajouter des items dans la liste et on va pouvoir afficher des statistiques sur la liste, le nombre d'éléments, etc., etc. Et donc ça, de manière traditionnelle. Encore une fois, c'est pas forcément traditionnel pour vous, mais c'est quand même traditionnel un peu pour la plupart des projets qu'on peut rencontrer dans le monde de la tech aujourd'hui. Donc on va avoir un premier composant to-do list. Il va avoir deux propriétés. La première, c'est une liste de to-do qui sera affichée. Et ensuite, on aura une propriété callback qui permet de supprimer un élément. Et là, actuellement, avec cette façon de faire, on est obligé de passer le onPressDelete dans la to-do list. Parce qu'en fait, c'est la to-do list qui instancie les items. Et c'est dans l'item qu'on a la suppression. Donc là, petit spoil, on est en plein props drilling. Props drilling. Donc voilà, ni plus ni moins, on affiche les to-do avec un to-do item qu'on va voir juste après. Le to-do item, qu'est-ce qu'il fait? Il affiche le contenu de la to-do et un bouton qui permet de déclencher un événement de suppression de l'item. Ensuite, on va avoir un to-do form qui permet d'ajouter un item à la liste. Donc là, c'est ni plus ni moins un formulaire avec une fonction callback qui permet de dire, OK, j'ai appuyé sur le bouton pour ajouter et j'ai cette valeur-là. Et donc, c'est le composant parent qui a la responsabilité d'ajouter l'item à la to-do. Et enfin, on va avoir un to-do stats qui permet, à partir d'une liste de to-do, d'afficher des statistiques. Par exemple, là, j'ai mis l'exemple du nombre, la somme de toutes les to-do qu'il y a à faire, mais ça pourrait être aussi la moyenne de caractères par to-do, ça a très peu d'intérêt. Ça pourrait être plein de choses comme ça. Et à l'usage, on aurait par exemple ça. On pourrait du coup instancier notre to-do list en lui précisant les to-do affichés. Quand on appuie sur le bouton delete, on supprime un élément de la to-do. On pourrait afficher des stats en dessous et un formulaire en dessous pour pouvoir ajouter une to-do. Donc là, vous devez vous dire, il y a aussi encore beaucoup de choses qui vont pas dans ce code. C'est difficilement maintenable et pour plein de raisons. On a encore une structure rigide qui fait que si on veut créer par exemple une variante de to-do item, bah, c'est compliqué parce qu'en fait, c'est couplé à la suppression, c'est couplé la to-do list, c'est obligé d'avoir un to-do item. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont couplées là-dedans. Et la responsabilité de chaque composant est en fait répandu sur chaque composant. La to-do list a la responsabilité de la suppression, mais le to-do item aussi, plus celui qui instancie tout ça. Donc voilà, il y a vraiment rien qui est encapsulé. On a du props drilling comme on a pu le voir avec le onPressDelete et le onPressSubmit aussi. Et on manque d'encapsulation tout court. Et c'est difficile à lire, c'est peu lisible, c'est peu extensible. Si on veut modifier des choses, ça devient très vite un calvaire. Je pense que vous le comprenez d'expérience. Maintenant, on va parler du design pattern, le compound component, qui pourrait être une solution à nos deux problèmes. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un pattern qui s'applique à n'importe quel langage. Là, dans les exemples, j'ai affiché du React, même du React Native plus précisément. Mais en vrai, ça pourrait s'appliquer à n'importe quel langage à partir du moment où il y a des composants et de la gestion d'état. À partir du moment où on a ça, on peut faire du compound component. Donc, compound component, ça va être quoi? Ça va être une structure qui est proposée. Comme son nom l'indique, composant, composé, ça décrit du coup une relation entre plusieurs composants qui travaillent tous en même temps pour avoir une unité cohérente, pour avoir quelque chose de cohérent. Ça, on pourra bien l'illustrer surtout avec le refactor de la to-do. En gros, globalement, ce qu'on va avoir, on va avoir un composant parent qui va servir de mise en page, souvent pour les composants UI, mais pour les composants plutôt comme la to-do, ça va pas vraiment être un composant parent de mise en page, ça va plutôt être un composant parent d'initialisation du comportement. Compound component, ça va être quelque chose, un design pattern qui va nous proposer de la flexibilité. Ça va répondre à tous les problèmes on veut afficher un bouton dans tel cas, on veut cacher le titre dans l'autre, etc. Le compound component, c'est quelque chose qui permet de répondre à tout ce qui est flexibilité. On va voir que ça nous permet aussi, pardon, de mettre de l'abstraction. Chaque sous-composant qu'on va créer va être complètement isolé et du coup va être plus facilement testable. Il va avoir une seule fonction particulière. Il y aura plus de props drilling, plus du tout. Et on va faire donc de l'encapsulation, pardon, ce qui fait que chaque sous-composant va exporter, va proposer comme API uniquement ce qu'il a besoin. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est tout.
Ouais, c'est tout. On va passer directement au refactor. Du café. Donc, mise en pratique. On va revenir sur le composant du i simple, donc notre carte, en version component component. Donc, en version component component, à quoi ça pourrait ressembler? On aura un composant parent qui serait un composant card, et qui aurait, au lieu d'avoir, comme tout à l'heure, une props title, une props description, une props thumbnail, une props show button, une props button label, etc., etc., il y aurait uniquement un props widget run, donc ça c'est juste un mot-clé qui permet de dire qui prend un React Node, donc des sous-composants, et il va se contenter de retourner ce children. Ce children qui est dans une view dans cet exemple, parce qu'en fait on peut déjà mettre une mise en page sur la carte, par exemple on peut mettre du padding, une border, changer le background, etc. Et tout ce qui est à l'intérieur aura ça. Ensuite, donc ce composant card, il ne sert qu'à ça, qu'à faire la petite mise en page. Et ensuite, on peut voir que juste en dessous, on a un card.title est égal à card.title, etc., etc. Donc ça, c'est les sous-composants. Et en faisant ça, ça va nous permettre d'instancier card. Et dans card, et ben en fait, il y a des sous-composants. Et en fait, ça permet d'exposer une API comme on pourrait retrouver sur MUI, sur Radix, sur tout plein de librairies. En fait, ça permet d'exposer ce qu'on peut faire avec notre card. En fait, on voit très simplement qu'ici, notre carte, bah, on peut lui assigner un title, on peut utiliser une description, on peut utiliser un button, on peut utiliser une thumbnail. On va voir un peu plus en détail les sous-composants. On va vite comprendre que en fait, tous ces sous-composants vont être extrêmement simples. Comme au final, le composant parent qui est très simple, bah, les sous-composants vont être très simples. Notre carte de title, pardon, il va y avoir une seule props title, parce que c'est la seule chose qui concerne ce sous-composant, et on va l'afficher avec du style. Notre carte description, même chose. Il va y avoir une description, on affiche la description avec du style. La thumbnail, pareil. On va prendre une source, et on va afficher cette source. Et la carte button, il va y avoir uniquement un label et un callback sur quand on appuie sur ce bouton. Donc là, on comprend très vite que vraiment on a plusieurs, ça peut être un des points négatifs qu'on va voir après, c'est que ça nous fait créer plusieurs sous-composants qui ne sont pas forcément nécessaires, mais ça permet aussi euh, d'avoir des choses très unitaires, très facilement testables et très facilement lisibles et compréhensibles. Et à l'usage, qu'est-ce que ça donne? Donc là, par exemple, je suis sur home screen, je vais pouvoir instancier une première carte qui va avoir un thumbnail, un title et une description, c'est tout. Et en dessous, je peux instancier une autre carte où je vais avoir aussi un thumbnail, un title, une description et un button. Et ce qu'on remarque, c'est qu'en fait, bah là, on, on a instancié les sous-composants, mais en fait, on pourrait très bien ajouter une view entre le card title et le card description. En fait, on a un pouvoir total sur ce qu'on peut faire dans ce sous-composant. On n'a aucune limitation si on veut, par exemple, que dans un cas précis, très très précis, sur une partie de l'app, et ben en fait, le bouton il est 70 pixels en dessous, et ben en fait, on peut le faire très facilement sans avoir à changer le composant lui-même, vu que c'est un cas très spécifique. Donc ça permet de gérer vraiment tous les cas spécifiques, ça permet de, si un jour, s'il y a un endroit précis, je veux que la description soit avant le titre, et ben je peux avoir un impact dessus directement à l'endroit précis où c'est. J'ai pas besoin d'ajouter des conditions, des comportements particuliers dans mon composant card. Le composant card, il a vraiment les comportements primaires où on a une garantie totale que ce sera partout. Quelques observations. Bah là, on se rend compte que c'est hyper flexible parce que, en fait, la description, je peux la déplacer où je veux, le titre où je veux, je peux cacher des choses, je peux en afficher en plus. Dans ma carte, finalement, je peux aussi intégrer des composants en plus. Je peux faire vraiment ce que je veux. Niveau réutilisabilité, bah, c'est au top parce que vu que je peux en faire ce que je veux, je peux le faire, donner le comportement que je veux, je peux l'utiliser n'importe où. La lisibilité des components, bah, tous les composants deviennent très très simples parce que chaque composant va avoir sa fonction particulière et va pas être pollué par le button ou autre. Une isolation totale des composants et une scalabilité totale parce qu'en fait, si un jour on avait un nouveau besoin tout à l'heure, c'était d'ajouter un button, si par exemple on doit ajouter, je sais pas, un carrousel, et ben je vais pouvoir faire un card.carousel et mon card.carousel, ce sera un composant card carousel qui aura le comportement uniquement du carrousel. Du coup, ça fait que je pourrais l'importer très 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 facilement où je veux et quand je veux. Et du coup, sans avoir aucun impact à toutes les cartes que j'ai déjà utilisées dans le code précédent. Voilà. Maintenant, on va passer au composant plus complexe que je trouve beaucoup plus intéressant, qui va pouvoir permettre
de gérer des comportements asynchrones, des comportements vraiment très particuliers qui ont de la logique métier, par exemple. Donc là, on voit que j'ai encore beaucoup de composants. Pour rappel, du coup, c'était les to-dos. Donc là, tout à l'heure, j'avais un to-do list, un to-do item, un to-do form et un to-do stats. Et ben en fait, tous ces composants de tout à l'heure, je vais les mettre au sein d'un seul composant qui s'appelle to-dos, qui va être mon composant parent. Et donc là, plutôt que ce soit un composant parent qui sert à une mise en page, ça va plutôt être un composant parent qui sert d'initialisation et qui va pouvoir centraliser la logique métier pour mes to-dos. Donc là, je vais utiliser quelque chose qui vient de React, qui s'appelle le contexte API, mais qui peut être utilisé dans n'importe quel langage via des solutions de store comme The Stand, comme Redux, comme d'autres choses comme ça. Donc dans ce composant to-dos, je vais avoir besoin d'une seule props, enfin 2 props, je vais avoir besoin d'un children, que j'ai oublié d'afficher dans la fonction, et 2 data qui correspondent à mes to-dos. Mes data, je vais les mettre dans un state, je vais les initialiser dans un state, et ensuite je vais créer un provider. Le provider, c'est le to-dos context.provider, qu'on va voir juste après. Et en fait, c'est un provider c'est lui qui va permettre d'éviter le props draining. Quand on crée un provider en React, c'est quelque chose qui est du coup accessible à tous les enfants. C'est un état partagé accessible à tous les enfants. Et donc là, mon provider, en gros, va y avoir une petite API dedans que je vais exposer. Il y aura des to-dos, il y aura une fonction add et une fonction remove. On va la voir tout de suite, ce sera un peu plus clair. Donc comment je crée ce provider? Donc là, je suis dans un fichier que j'ai appelé use to-dos context, où je vais avoir un to-dos context value. Donc ça, c'est l'API que j'expose à tous mes sous-composants. Donc comme j'ai dit, on a une liste de to-dos. Donc ça va être toutes les to-do de mon composant to-do. On va avoir une fonction add qui va permettre d'ajouter un to-do à nos to-dos, et une fonction remove qui va pouvoir supprimer une to-do de nos to-do. Ensuite, je fais un create context, donc ça c'est juste pour initialiser le contexte. Et en faisant ça, React nous propose de créer un hook, le use to-dos context. Donc ce hook, il va pouvoir être utilisable à n'importe quel sous-composant de mon composant to-dos. Et d'ailleurs, j'ai mis un throw new error, c'est un truc que j'aime bien faire pour éviter que j'essaie d'utiliser ce hook quand je n'ai pas de parent to-dos. Ça permet de péter directement pendant la phase de développement et éviter des erreurs en prod après. Donc comment je vais faire pour utiliser ce hook? Donc là, je vais avoir un composant to-dos list. Et pour récupérer mes to-dos, plutôt que de les récupérer via des props, donc en props driving, et ben en fait, je vais les utiliser je vais les récupérer grâce à mon contexte. Donc via mon contexte, je vais récupérer mes to-dos et je vais les afficher. Et je vais afficher une liste de composants qui sont des to-dos list items. J'en ai profité pour un peu le renommer, pour pouvoir bien spécifier que mon composant to-do list item, il est fait pour fonctionner avec mon composant to-dos list. Mon to-dos list item, il va avoir quoi? Il va avoir 2 props, ça va être finalement la to-do. Et lui aussi, il va utiliser le contexte, plutôt que d'avoir, comme tout à l'heure, un onPressDelete pour savoir quand j'ai appuyé sur le bouton et du coup coupler ma suppression au parent du dessus. Et ben en fait, je vais rester dans mon composant et je vais simplement utiliser mon contexte et je vais récupérer la fonction remove que je vais utiliser directement. Ça fait que vraiment, la fonction delete, le to-do list item, il a aucun impact sur les autres composants, sauf sur le contexte. Mais ça, je veux bien être couplé au contexte parce que, en fait, c'est lui qui me fait vivre. Donc, ça ne me dérange pas d'être couplé. Le to-do form, ça va être plus ou moins la même chose. Là aussi, je vais appeler mon contexte avec la fonction add, et ce qui fait qu'en fait, directement, je vais pouvoir interagir avec mon contexte et sans interagir avec l'extérieur, sauf mon use to-do contexte, je vais pouvoir mettre à jour la liste des to-dos. Et les to-do stats, et là aussi, plutôt que de les passer en props, je vais les récupérer via mon contexte, et du coup, je vais afficher les statistiques de mes to-dos de mon contexte. Et du coup, à l'usage, c'est beaucoup plus lisible que tout à l'heure, au lieu d'avoir 3 composants avec énormément de propriétés. Si je peux revenir en arrière pour vous rappeler comment c'était. Tac. Très mauvaise idée, ça, de revenir en arrière. Voilà. Tout à l'heure, c'était comme ça, on avait un composant to-do list, un to-do stats et un to-do form. Et à chaque fois, on devait passer beaucoup de propriétés qui finalement étaient les mêmes, mais avaient besoin d'interagir ensemble. Et finalement, après refactor en component, hop là, c'est encore après refactor en component, finalement, on se retrouve uniquement avec on instancie uniquement notre composant to-dos. On va lui donner nos to-dos. Et ensuite,
tous les comportements partagés vont se retrouver dans ToDo's. Donc, on a juste à instancier notre todos.list, todos.stat et todos.form. Et en fait, tout va se passer à l'intérieur. Il n'y a pas besoin de réassigner des props, etc. Et l'autre avantage aussi, c'est que en fait, si à un autre endroit, j'avais envie d'afficher mes to-dos, mais que je n'ai pas envie d'afficher les stats ou que je veux pas permettre de pouvoir ajouter des to-do, et en fait, j'ai juste à masquer, à supprimer la ligne to-do stats et to-do form et finalement, je peux réutiliser mon composant. Quelques observations. Finalement, ça va être un peu redondant ce que je vais dire, mais flexibilité d'affichage. Je suis pas obligé d'afficher les mêmes choses à tous les endroits de mon application, mais je peux quand même réutiliser mon même composant sans avoir à ajouter des props pour cacher certains éléments, etc., etc. Je vais profiter de l'utilisation du contexte pour partager des données facilement, mais aussi des fonctions entre tous les composants, et du coup, on évite le props daily. J'ai un hook personnalisé, ce qui est très pratique en React d'avoir des hooks. C'est très facile à utiliser, on peut l'utiliser partout, et c'est efficace, quoi. Une réutilisabilité accrue, et une extensibilité totale aussi, parce que si je veux pouvoir, si un jour je vais ajouter un to-do checkbox par exemple, en fait j'ai juste à créer un nouveau composant qui aura son comportement à lui, je l'ajoute à mon to-do parent, et en fait il n'a aucun impact sur tous les autres. L'inconvénient, pour le coup, même si c'en est un, parce que moi je ne considère pas que ce soit trop un inconvénient, c'est qu'en fait c'est une approche qui est un peu plus complexe techniquement, donc ça nécessite d'avoir des compétences un peu plus approfondies en React, mais pour moi c'est pas une excuse, juste faut apprendre à le faire, et une fois que tu sais le faire, tu peux l'utiliser. Et voilà. Après, à utiliser, je pense que ça va être une des remarques, pardon, c'est que là, j'ai pris l'exemple d'un contexte API donc avec React. C'est une feature qui peut avoir des soucis de performance en React, mais là, je l'ai pris pour illustrer parce que c'est plus simple. Mais si on a besoin de performance, par exemple, pour des composants assez lourds comme cela, on peut très bien passer par du Redux ou par un Store the Stand, qui sont des technologies qui sont complètement dissociées de React et React Native, et ce qui fait que ça crée aucun re-render de passer par des stores comme ça. Et du coup, ça peut être une des solutions. Mais globalement, utiliser un contexte API React, dans 90% des cas, la baisse de performance que ça induit est tellement minime qu'on ne s'en rend pas compte. Et le mot de la fin, là, je pense qu'on peut discuter un peu ensemble, me donner vos avis, vos questions, et j'essaierai d'y répondre. En tout cas, merci Juju, trop cool. Moi, je vais faire un petit retour d'expérience dessus, parce qu'en fait, j'en ai entendu parler de ce pattern-là sans vraiment l'utiliser, puis tu m'en as parlé, je crois que c'était sur GeoSonde. Ouais. En gros, tu m'as montré, moi j'avais vu le code qui avait été produit avant par Sergio, mais qui était vraiment, qui n'était pas architectural, on va dire. Et après, du coup, tu l'as repris pour utiliser, pour appliquer ce pattern-là. Donc, je suis tout de suite tombé amoureux du truc, perso. Et je l'ai utilisé direct. Et après, l'implémentation sur du React Native, elle est assez simple. Par contre, du coup, l'implémentation dans Next, parce que pour moi, en fait, le truc qui est hyper cool, c'est de le coupler à justement React Context. Je trouve que c'est là où ça prend vraiment tout son sens. Et après, ça peut servir pour des composants complètement dumb où tu passes vite fait des props, mais avec le React Context, c'est quand même vachement cool. Ouais. Et moi, le souci, les premiers soucis que je rencontre avec Next, c'est surtout pour l'implémentation avec le côté, tu as du SSR, donc c'est pas forcément toujours pareil. Tu as un composant qui peut être rendu côté serveur et qui peut être rendu côté client, donc c'est pas du tout le même délire. Et c'est là où les choses se compliquent. Et j'ai pas, en fait, je suis pas sûr que je crois que je t'ai posé vite la question, mais je crois que tu n'as pas pu tester sur Next. Mais si jamais tu as l'occasion, je serais chaud d'avoir ton retour. Et l'autre question vite fait, c'était, moi, je suis assez fan de la syntaxe du tu vois, par exemple, card.thumbnail, card.title, etc. Parce qu'en gros, c'est vraiment, ça compte que c'est un subcomponent. Et je voulais savoir en TypeScript, de manière générale, ou même en utilisant un peu un truc de gourou, j'en sais rien, est-ce qu'il y a moyen de forcer l'import des subcomponents en utilisant cette nomenclature plutôt que de l'importer directement à partir de subcomponent? Je m'explique vite fait. En gros, je veux pas que le mec il puisse importer un card title en dehors de card. Je veux qu'il soit obligé de passer par le card.title. Et après, je sais que sur Next, je peux pas le faire parce que je crois que c'est quand c'est rendu côté serveur, je peux pas utiliser cette nomenclature-là. Card. Quelque chose. Tu es obligé d'utiliser, de l'importer directement à partir du composant, sinon j'ai pas trouvé. Voilà. Ok. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Déjà pour la première remarque, c'est vrai que je l'ai jamais testé en mode genre, admettons, on est un component, il y a une partie des subcomponents qui sont côté serveur, l'autre côté client. J'avoue, j'ai aucune idée de ce que ça peut donner.
et je pense que ça peut être très chiant. C'est chiant. Je veux bien te croire, ouais. Mais sinon, pour la deuxième partie, en vrai, tu as raison de le souligner. Par exemple, là, moi, j'aime bien faire comme ça, ouais, de faire un card pour un thumbnail, card pour un title, etc. Mais c'est pas du tout obligatoire. Il y a pas mal de gens qui font des components où, en fait, il y a card et dedans, tu utilises card thumbnail, card title, card description. Et je trouve que c'est moins lisible. Et en fait, moi, vraiment, le component, je l'interprète vraiment comme si j'avais une API, j'ai exposé mon API. Du coup, quand j'expose mon component de card, je lui dis que dedans, il y a un title, une description, une thumbnail, un button, et c'est comme ça que tu dois l'utiliser. Est-ce qu'il y a des tricks? Déjà, ça, c'est un des tricks, parce que du coup, ça fait que quand tu fais comme ça, si tu importes card, et en fait, automatiquement, tu as importé title, description, thumbnail et button sans avoir à les importer un par un. Après, empêcher de faire un import de card title directement, en vrai, c'est possible si par exemple, tu es dans un projet monorepo et que tu as mis dans une lib à part tes composants et que tu exportes uniquement card, et au final, il pourra pas importer card title, description, etc. Mais sinon, je pense que quoi qu'il arrive, il pourra l'importer s'il va en chemin absolu ou des trucs comme ça, il pourra s'il veut, quoi. Alors, en fait, on n'aura pas le trick qu'on a avec le hook du use context enfin le hook que tu as utilisé pour le use x context pour péter une erreur. En fait, moi, tu vois, ça m'aurait bien fait kiffer que le mec il puisse pas utiliser card title en dehors de card parce que ça s'applique pas, quoi. Ouais, je comprends. J'en connais pas en tout cas de tricks. Après, ça peut péter si sous subcomponent tu utilises le use x context. Il va péter parce qu'il est en dehors du provider normalement. Donc ça pourrait péter comme ça, mais ouais, ça va péter. C'est pas possible. Ok. Moi, j'ai cherché un peu avant, mais j'ai pas trouvé ça. J'aurais bien kiffé faire ça. Et après, sur Next, c'est chiant parce que tu peux pas utiliser cette nomenclature. Donc, tu es obligé d'importer directement à partir du sous-composant et pas du composant master. Ouais, c'est vrai que c'est dommage, ça va pas au bout du tout. Ah, c'est dommage. D'accord. Ce que j'ai dû faire avec Next, moi, c'est que j'ai dû wrapper en fait mon composant, je l'ai buildé en compound dans un composant et j'ai dû importer l'autre composant. C'est moins kiffant. Ouais, c'est ce que j'ai dû faire en tout cas là sur Next. On peut même retourner. Je pense que toi, j'avais eu le gros message d'erreur qui dit que tu peux pas faire de compound dans le serveur. En fait, sur Next, je connais pas assez bien Next pour ça, mais je sais pas s'il y a possibilité, tu vois, de contextuellement, en fonction que c'est un rendu serveur ou rendu côté client, qu'il aille chercher un fichier. Je vois qu'il y en a qui ont des approches, enfin, j'ai pas creusé, j'ai vu qu'il y en a qui ont des approches avec component.client.tsx, tu vois, puis component.server.tsx. Et je me dis, ça serait cool que genre, tu as juste cette nomenclature que tu respectes, et en fonction de là où c'est exécuté, ça va chercher le composant client ou côté serveur. C'est plutôt que de faire à la mano le truc chiant. Ah, j'avoue. Ce serait possible, ce serait génial. Ça viendra peut-être en vrai. J'aimerais parce que franchement, en fait, si tu veux, vu que moi je suis pas vraiment, j'ai pas baigné que dans l'écosystème JS, j'aime sans aimer en fait. Tu vois, le JS, c'est vraiment le truc où je kiffe, parce que c'est dynamique, il y a plein de trucs intéressants, des pratiques qui m'intéressent. Et en fait, pourquoi j'aime le JS surtout, c'est parce que ça se déploie facilement dans le cloud. Tu vois, c'est juste pour ça. Le reste, c'est instable au possible, ça pète tout le temps, les transpilers, j'en peux plus. En fait, tous ces trucs-là. Et en gros, tu vois, il y a la boucle là qu'on a fait, on arrive sur du rendu côté serveur, machin, puis ils sont en train de trouver des tricks pour pouvoir faire. En fait, on revient à là où on était avant, quand tu faisais du langage backend qui te crachait du HTML, tu vois. Le seul bénéfice que tu as, c'est que tu peux utiliser le même langage sur le front et sur le back. Par contre, en fait, la contrainte que ça impose et que je déteste vraiment, c'est cet environnement d'exécution qui est d'un côté le navigateur et de l'autre côté Node. Et t'es obligé de le gérer à la mano, tu vois. Et ça, c'est hyper chiant, et double de taf, tu prends la tête souvent. Tu peux pas trop réutiliser de trucs aussi. Enfin, j'aimerais un côté magique avec Nest, justement, genre extension.serveur au .client et boum, ça se fait tout seul. Tu vois. Ouais, je suis d'accord. En vrai, tu viens de donner une des raisons principales pourquoi je préfère faire du mobile que du web, quoi. Transpiler, j'ai pas de toutes ces merdes. Je suis toujours perdu. Entre ça, le SEO, tout ça. Surtout que là, avec Next, tu vois, tu as SWC maintenant qui est basé sur Rust, je crois, au lieu de Babel, et c'est plus du tout en bêta ni en alpha, enfin, c'est même pas en RC, apparemment, c'est vraiment de la prod. Et en fait, tu as plein de problématiques. Là, tu vois, je voulais faire des tests avec Jest, tout con. Avec le transpiler, même si tu suis la doc de Next, ça pète. Enfin, il y a plein de problématiques comme ça. Alors, du coup, tu fais des petits tricks de Babel RC pour revenir en arrière, mais là, il dit je désactive SWC parce que tu as un Babel RC. Non, je veux pas, connard. C'est pas le but, ouais. Bien sûr. C'est ça, c'est un peu frustrant. Après, sur l'utilisation, quand tu parles aussi du contexte avec ça, il y a un truc sur lequel. L'approche que j'en ai, je te la partage, tu me dis ce que tu en penses, si tu es d'accord ou pas avec, ou si tu as une alternative. En gros, tu vois, je trouve ça assez pratique. Comme tu dis, il y a des soucis de perf à cause du re-render, mais apparemment, dans la dernière version de React, là, il est assez intelligent pour voir les sub-components qui n'ont pas changé, donc il ne va pas les re-render, il va render que ce qu'il a besoin. Donc ça, c'est plutôt cool.
Et après, du coup, pour le contexte, imagine que tu as une to-do list dans ta page et par exemple complètement à l'extérieur de ton to-do, donc du coup plus dans le contexte, tu vas avoir, je sais pas, dans ta navbar, le nombre de to-do que tu n'as pas traité, par exemple. Donc du coup, tu peux pas utiliser tes deux contextes l'un à côté de l'autre, sinon ils partagent pas le même techniquement. Ou Ouais. sinon, ça va forcer un refresh sur l'API de chaque côté. Donc toi, ta pratique, est-ce que justement, ça serait plutôt d'utiliser deux to-dos de contexte, tu vois, sur deux endroits différents, ou alors d'utiliser un store pour pouvoir hydrater tes contextes? En vrai, ça va dépendre pas mal du besoin. Pour le coup, très souvent, dans des cas comme tu dis, je vais avoir un stores de stand, parce que j'ai l'habitude de beaucoup bosser avec. Et aussi, j'aurai le cache de Rack-Query. En fait, soit j'aurai le cache de Rack-Query et du coup, ça me dérange pas de réinstancier mon composant tout 12, parce que au final, il va pas refaire un fetch, parce qu'il va taper dans le cache, pardon, et du coup, il fera une fois le fetch, quoi qu'il arrive. Soit, ça viendra d'un store The Stand ou Redux. Okay. Et du coup, ça sera qu'une fois aussi. Du coup, le fait que ça soit le store qui gère ça, ouais. Les deux contextes vont réagir à la modif du store. Hein. Donc ça va réhydrater les composants évoqués. Ouais. Beaucoup, ouais. Après, il y a aussi un truc qui me dérange pas, que je fais souvent sur mobile, surtout dernièrement, c'est que, mais après ça c'est plus spécifique sur mobile. Souvent sur mobile, sur ta page, tu as une seule feature. C'est rare qu'il y en ait plus. Et du coup, mon composant va englober tout le screen. Et du coup, en fait, n'importe où, je peux caler mes sous-composants, quoi. Ouais, c'était une autre approche que j'avais vue. J'étais moins chaud de ça avec les versions Sur de web, React. je suis moins chaud. Ouais, avec les versions de React de maintenant. Si toute ta page, tu vois, tu mets tout ton contexte, ça englobe tout. Déjà, en termes de lisibilité, c'est pas terrible. En gros, tu as ton gros provider qui va englober toute ta page et ça se trouve, ça va être un tout petit élément qui va avoir besoin de ce contexte-là. Du coup, c'est pas trop lisible. Et avant le dernier React, c'est 19, je crois. Avant React 19, du coup, tu vas avoir un re-render de tous les subcomponents. C'est ça. Mais sur mobile, ça me gêne moins parce que, en fait, globalement, tu n'as pas énormément de composants sur la même page. Ouais. Donc, c'est moins gênant. Et du coup, par facilité, je vais le faire. En plus, ce qui est trop bien, je ne l'ai pas illustré là, mais quand tu as besoin d'un truc asynchrone, et le fait d'avoir ça, tu peux bloquer toute la page d'un coup. Tant que c'est pas initialisé, ça te donne vraiment un contrôle total. Et ça t'évite énormément de bugs. Ok. Ouais. Et dernière question concernant, parce qu'il y a un truc que je kiffe, c'est le suspense et les skeletons, tu vois. Et en gros, est-ce qu'il y a un moyen facile, à partir d'une structure, de le gérer au niveau en fait, de ton component, vu que tu connais plus ou moins la structure qui peut avoir lieu? Est-ce qu'il y a un moyen facile de créer un skeleton que tu calerais là-dedans? Du coup, tu n'aurais pas besoin de gérer cette logique-là à la main, en fait. Tu vois, genre de le faire à la skeleton à chaque fois que tu définis un nouveau composant. Si tu me parles d'un skeleton genre assez précis qui va représenter vraiment l'allure de chaque sous-composant, en vrai, j'ai pas de soluce. Mais si c'est juste un loader, là, tu peux le faire facilement dans le composant parent. Et sinon, en vrai, on pourrait trouver un truc, je pense. Il n'y a rien qui existe, tu vois, pour te dire, ok, tu me passes ces composants-là, ces subcomponents-là, du coup, je vais le remplacer par l'alternative skeleton que tu aurais défini, par exemple, dans le subcomponent. Après, chaque subcomponent peut avoir son comportement de skeleton au final. Ouais. Au final. Vu que le contexte est partagé, si par exemple, tant que ma to-12 est undefined, par exemple, tu peux faire un early return d'un skeleton. Ouais, tu vas extraire un isloading à partir du contexte, tu vas le faire pour chaque composant, ok. Ouais, je pense que ça dépend vraiment du besoin, quoi. Donc, tu peux faire juste ton route composant et puis tu le fais ressembler à ce que tout demande global est censé ressembler, quoi. Tu es un gros feignant, tu vois. C'est pour ça que je me dis, putain, il n'y a rien qui existe en React pour juste encapsuler, dire, vas-y, je veux un skeleton de ce composant-là et qu'il soit suffisamment intelligent pour te dire, bon, il a des props, tu vois, il est défini son style, donc je vais faire un gros rectangle de bâtard qui le remplace, ou ça, c'est plutôt un cercle. J'ai rien trouvé qui fait ça. Et j'aurais kiffé, en fait. Non, en vrai, non. Est-ce que tu n'aurais pas moyen de faire un high order component au moment où tu rajoutes, tu vois, par exemple, quand tu fais cards.title, tu sais que ton title, il aura à peu près cette gueule, donc tu le mets dans une fonction qui va renvoyer ton composant, mais qui avant fait son petit truc en mode tu lui dis ça que je veux que ce soit grand. Mais je pense que tout ça, tu dois le faire par contre un peu manuellement pour chaque composant, mais au moins tu as une fonction qui le fait et tu lui donnes juste une taille, une forme. Ouais, il faut le définir. Tu n'as rien qui pourrait être justement un high order component qui dit l'enfant, il a des props de largeur temps, flex temps, machin, etc. Et du coup, il va remplacer ça par des formes. Tout seul, quoi. Si tu te donnes un peu, tu as sûrement moyen d'hijacker un petit peu les props, mais en tout cas, je connais rien qui le fait sinon, naturellement. Il n'y a que cette solution qui me vient. Mais... C'est chiant de faire à la main. Je sais pas si quelqu'un existe sur cette planète en disant, ouais, je vais te faire un skeleton le composant, je kiffe. C'est horrible. Faut que tu fasses en sorte que c'est plus niveau CSS, que chaque composant il ait son parent qui contraigne un petit peu la taille et que du coup lui,
chaque composant, genre par exemple là, un truc de l'item, ils prennent toujours toute la largeur. Et du coup, là, tu peux remplacer par un truc qui prend toute la largeur. Mais ça demande une mécanique à chaque fois à penser que enfin, quand tu as senti quelque chose, tu le contraignes bien. C'est pas forcément toujours le cas, ni toujours bien. Ni toujours bien. Est-ce que tu dirais qu'il y a moyen de trop utiliser? Genre, moi, ce que je kiffe là-dedans, c'est le côté structure où tu fais t'as ta carte, tu sais que t'as point title, point thumbnail, tout ça. Moi, j'utilise juste tout le temps, en fait. Genre, je vais pas hésiter même et quand j'ai un form à créer, tu vois, j'ai mon form et limite, chaque field, c'est ça va être un form.email. Et en fait, je peux reconstruire mes formes direct derrière, tu vois. Okay. Est-ce que tu dirais que ça va trop loin? Parce que moi, je kiffe, mais... Moi, je pense qu'il faudrait faire le form.email.placeholder, tu vois. Faudrait aller encore plus. Je suis pas à ce point, mais... Est-ce que c'est trop? C'est une bonne question. Tu vois, finalement, je me dis, bon, si j'utilise pas un contexte derrière, finalement, c'est juste une autre manière de structurer. Je sais pas si ça se ressent au niveau perf ou quoi. Niveau perf, il faudrait que j'essaie de diguer un peu. Je pense que ça a un impact. Mais je pense qu'il est négligeable pour la plupart des cas. Après, souvent, en React, tu as de meilleures perfs. Plus tu splits en composants, plus tu as de meilleures perfs. En théorie, en tout cas. J'ai envie de dire, tant mieux. En vrai, je pense pas qu'il y ait de trop... En fin de ma phrase, je pense pas qu'il y ait de trop. Ouais, enfin si, à la limite, c'est un trop, ce serait un composant tag, si tu fais un tag.label, tag.icône. Pas trop. Et encore, je pense en vrai, il pourrait se justifier. La question à sûrement se poser, c'est est-ce que tu sais la gueule de ton composant en avance qui sera toujours fixé comme ça, tu vois, ou genre est-ce que potentiellement il peut changer, évoluer, est-ce qu'il peut avoir un comportement différent? Là, je pense que... Pas savoir, ça, c'est ça le truc. Bah, la plupart du temps, tu l'as, tu vois, tu dis un tag, un chip, n'importe quoi, tu dis, bon, je vais avoir, vas-y, je vais avoir juste un nom, peut-être une fonction, une petite croix, un petit truc, tu vois. Ouais. Et après, oui, si ça se complique, moi, j'aime pas le truc arrêté, tu vois, du genre, tu vas designer un truc parce que, tu sais, c'est Yagni, quoi. Tu sais pas, en fait. Donc, en gros, pour l'instant, c'est un petit chip à la con, il y a 2 props terminés. Et après, si jamais tu te rends compte dans le futur que, bah, il faut qu'il y ait un drop-down, une couleur et tout, là, du coup, bah, je me pose la question et j'irai. Après, le form, tu vois, c'est un petit peu pareil, tu t'anticipes en faisant un form.email, etc. T'anticipes. Si ça te prend pas plus de temps, moi, je prendrais. Ouais, voilà, c'est ça aussi. Je me prendrais pas la tête. En fait, c'est un confort de lecture que déjà pour toi, qui dev, et pour le mec qui va te relire derrière. Je trouve que c'est un confort de lecture. Après, je freinerais des cas de fer si jamais, tu vois, ça te ralentit de ouf dans ton développement, quoi. Genre, tu livres la feature en 2 semaines au lieu d'une, bah, je te dirais, va droit au but. On est d'accord. J'ai une approche de vieux, tu sais, moi maintenant, j'ai une approche itérative. Donc je fais les trucs dégueux, je refacto. Avant, tu vois, je faisais le truc parfait où je laissais de penser, tu vois. Tout de suite, en fait, je me rendais compte que je délivrais pas, quoi. Donc, à partir du moment où tu sens que t'es pas à l'aise à délivrer vite, là, je pense que tu peux te dire, ouais, non, je fais plus simple parce que il faut que je livre et si j'ai le temps, j'y reviendrai. Je ferai le truc qui me fait kiffer. Ouais. Ok. Je suis bien d'accord avec tout ça. Parce que... Moi aussi. Non, c'est intéressant. Ouais, même niveau design, c'est intéressant, je trouve, de. Bref, il y a une synchro qui serait peut-être à faire, parce que je sais que c'est un point côté. Bon, ça n'a pas grand-chose à voir non plus, mais côté Adrien en ce moment, c'est comment on peut vous architecturer au mieux les design systems au début, et comment nous, on construit les maquettes aussi de manière optimale. Parce qu'in fine, les évolutions que vous avez en dev, on les a aussi en design avant. Donc c'est assez marrant, je trouve, de réfléchir, et les filles vont bosser sur le design system, mais sur comment on lit des composants ou pas dans les modèles, etc. Ça, c'était un truc que j'avais eu comme échange avec Priscille, je crois, le premier taf que j'avais avec. Et après, ce qu'elle me disait, c'est qu'elle aussi, elle avait une approche un petit peu comme ça, pas atomique, tu vois, mais beaucoup plus granulaire, et qu'elle n'était pas à l'aise. C'était juste le temps, quoi. Et clairement, en fait, pour livrer des trucs rapides, c'est comme vous faites, je pense, pendant les sessions de produits, vous crachez la maquette le plus rapidement possible et vous faites ça à l'arrache pour que le mec il ait tout de suite un visuel et qu'il voit des protos. Par contre, après, derrière, c'est vrai que ce temps-là de faire la maquette propre, à la rendu en composant, c'est du temps gagné par la suite si ça va Ouais, évoluer, ça, les composants. Non, les composants, on les fait pour le coup, ça, honnêtement, surtout depuis qu'on a l'ébauche de design system qu'on réexploite à chaque fois. C'est vrai que vous l'avez pas vu sur PVTist. Julien, tu le vois peut-être un tout petit peu plus sur les projets récents. Mais ouais, ça peut être optimisé encore, je trouve. Enfin, pas trop loin, mais en tout cas, déjà dans la base, ça peut être optimisé, je pense. Et en plus, à implémenter, c'est plus simple pour un intégrateur, parce que derrière, il n'y aura pas, comment dire, en fait, on va pas s'inspirer tout seul en essayant de déduire ce que tu voulais comme props. On a un truc qui est hyper clair, tu vois, chaque composant, on a exactement sa forme, son margin, son spacing, tous ces trucs-là. Donc le fait d'avoir des règles comme ça qui sont établies en amont, je pense, c'est plus structuré, c'est plus facile à intégrer, quoi. Le chat 3D, tu vois mon intégration et la maquette, j'ai juste fait de l'implicite. Hein. Parce que un coup j'avais des spacings comme ça, un coup comme ça, mais elle avait pas le temps de tout définir. Et en gros, ouais,
T'inspires, quoi. T'inspires Ouais, ta c'est maquette et intéressant. tu fais au mieux.